Eddy Kakelberg, bonjour à tous. C'est un vrai plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes évidemment un grand intervieweur à la RTBF, sur la première. Ça m'arrive encore. Oui. Diplômé en sciences politiques de l'ULB, vice-président du CAL, aux dernières nouvelles, vice-président de la Fondation La Fontaine, franc-maçon. Est-ce qu'il faut ajouter autre chose? Passionné? Ah oui, voilà, passionné d'un tas de choses, Oui, de littérature, de politique, de droits de l'homme, on va en parler. absolument. Et donc, est-ce que vous pouvez commencer par présenter cet essai que le public peut trouver au comptoir, là, à la fin de la rencontre? Est-ce que vous pouvez présenter cet essai en quelques mots? Bien sûr. Je suis perturbé depuis des années, voire peut-être des décennies, par l'idée ou par le propos sans cesse répété de relativisation des droits fondamentaux. Et inutile de vous dire que l'actualité me confirme. Genre, dans le train en venant, je me disais, je vais peut-être commencer par leur dire, je suis venu vous présenter une pièce d'archéologie. Alors que je l'ai écrite, que je l'ai pensée, que je la souhaite, cette recherche, comme au contraire une volonté d'animer de la résistance, de la pugnacité. Moi, ce qui me trouble, c'est avec quelle vitesse, non pas simplement les ennemis classiques connus des droits fondamentaux. On connaît les régimes qui se sont opposés de tout temps. Non, moi, ce qui me fascine, c'est à l'intérieur même de nos sociétés, avec quelle vitesse se propage l'idée de relativiser toute une série de choses qui sont le socle commun des droits fondamentaux. Et donc, ça m'a amené à me poser plusieurs questions. D'abord, est-ce que le reproche que ce sont des droits purement occidentaux, occidentalocentrés, néocoloniaux en quelque sorte, qui veulent imposer l'ordre colonial occidental, nouveau genre, au reste du monde, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que le fait, comme on le fait souvent, de commencer l'aventure aux alentours de la Révolution française, de la Déclaration de 1789, quand on a un peu de culture, on espère remonter un peu aux Américains juste un peu avant, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que nous sommes dans une avancée aussi linéaire à ce propos? Voilà, quelques-unes des questions. Donc j'ai voulu interroger la perspective historique. Vous aurez remarqué que je commence dans le temps long, on y reviendra sans doute. Et puis la perspective géographique et socioculturelle, en me demandant si oui ou non c'était une affaire de petits blancs, ou si on pouvait au contraire élargir, contester cela et élargir le cercle. Un mot encore, mon postfacier, bien connu, Henri Bartholoméus-Sen, ancien président du CAL, a coutume de dire, il le dit et m'autorise à le répéter à mon tour, nous ne connaissons pas, il ne connaît pas, je ne connais pas non plus, de personne au monde qui, ayant été dans les fers et ayant recouvré la liberté, s'en soit plaint. Sauf peut-être aujourd'hui, où je constate que la volonté, la cécité volontaire, l'asservissement volontaire me semble gagner du terrain, et ce n'est pas la dernière décision de Trump concernant la Cour pénale internationale qui va me donner tort. Alors, la question se pose dès le départ, droits de l'homme ou droits humains? Ouais. Question qui s'est posée d'ailleurs ici en Belgique avec la Ligue des droits humains. Oui, c'est une question sur laquelle elle et moi nous sommes fâchés, dirait l'autre, mais où je propose une piste de réconciliation. Donc dans le livre, j'ouvre aussi des débats dans le débat. On le fait avec une mise en page particulière sur toute une série de thèmes. Et le premier thème que j'ai évidemment nécessairement traité, c'est l'appellation. Alors, d'abord, soyons clairs, dans le livre, je respecte la dénomination et la graphie originelle. Il serait complètement absurde aujourd'hui, au nom d'un
je ne sais trop quel prêt-à-penser de venir parler de la déclaration des droits de la je ne sais pas quoi de 1789 en disant « Ah, mais de l'homme, ça ne peut plus, c'est genré ». Moi, je respecte l'appellation d'origine. Si c'est un texte anglais, c'est Human Rights. Serait-ce un italien, c'est Diritti Umani, espagnol, Derechos Humanos, et évidemment, droit de l'homme, si telle a été l'appellation retenue, la marque déposée à l'époque. Il n'empêche, le débat a donc été ouvert sur l'idée que les droits de l'homme eussent été une appellation genrée. Ce n'est pas tout à fait faux. Qu'on l'écrive avec H majuscule ou H minuscule, il faut d'ailleurs reconnaître qu'en 1789, c'est bien avec H minuscule. C'est pas tout à fait faux dans la mesure où même s'il y a une avancée timide pour les femmes, ça pousse quand même très vite Olympe de Gouges et son cercle à imaginer une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en se disant les grandes oubliées des rédacteurs de 1789, en rajoutant que si la femme a le droit de monter à l'échafaud, elle a aussi le droit de monter à la tribune. Cyniquement, je dirais, elle avait vu juste puisqu'elle fera les deux. C'est pas de chance. Mais elle lègue ce texte fondamental. Donc il y avait un sexisme, c'est-à-dire qu'il y avait surtout une femme mineure, juridiquement, qui continuait à dépendre de l'homme, de la tutelle de l'homme. Pour autant, une série de droits avait été engrangée, mais soit. On a donc ces temps-ci cette interdiction quasiment ontologique à pouvoir dire droit de l'homme parce que cela voudrait dire que l'on a une tendance réactionnaire et conservatrice. Alors moi, je plaide et j'opte pour l'appellation québécoise. Je parle bien ici de l'expression en langue française. Et donc, je plaide pour l'appellation des droits de la personne humaine. Pourquoi ? Parce que, contrairement à ce que mes amis de la Ligue pensent et proclament, sans vraiment beaucoup de débat, et surtout pour faire plaisir à l'air du temps, l'adjectivation droits humains détermine l'origine du droit, mais pas du tout le destinataire du droit. Moi, je peux vous parler des droits humains des animaux, des droits humains de la planète. Je peux vous multiplier comme ça, je pourrais vous parler un jour des droits humains de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, je peux vous parler de droits créés par l'homme, par l'être humain, à destination de quelque chose d'autre. Moi, je préfère les appellations qui indiquent clairement le destinataire, le dépositaire du droit. Et peut-être, même certainement, avant qu'on ne se quitte, j'aurai l'occasion de vous en reparler, parce qu'à l'heure actuelle, on parle beaucoup des droits de la personne électronique. Et lorsque l'on aura à réfléchir à la hiérarchie des normes entre ces divers droits, j'aimerais autant qu'on ne se trompe pas et que l'on sache qui sont les destinataires de quels droits. Oui. Revenons donc à l'histoire. Vous retracez depuis l'Antiquité le parcours des droits de l'homme. Est-ce qu'il y a des étapes qui vous ont plus particulièrement surpris ou paru importantes ? Probablement un peu les deux. Je commence en effet en remontant pratiquement 600 ans avant notre ère commune, et je me situe autour d'un petit rouleau en terre glaise, qui est le rouleau de Cyrus II. Et ce rouleau, en écriture cunéiforme, c'est la première écriture connue au monde, c'est l'écriture des royaumes d'Akkad, de Mésopotamie, de Perse. Bon. Fait totalement historique et incroyable, Cyrus II, grand empereur perse, règne sur plusieurs nations. Alors, que veut dire nation à l'époque ? Pour schématiser,
c'est un ensemble culturel donné, et je dirais culturel et cultuel donné. Cyrus accorde à l'ensemble des nations constituant son empire le droit de pratiquer leur propre religion sans qu'il n'y ait de primauté de l'une sur l'autre, d'une part, et sans qu'il n'y ait de religion obligatoire d'État. On est donc dans quelque chose qui est très différent de ce que sera la liberté ou diversité religieuse dans l'Empire romain, par exemple, où il fallait sacrifier au culte impérial pour avoir dès lors, au culte officiel, pour avoir dès lors le droit en parallèle de pratiquer toute une série de cultes que, sans jugement de valeur, je qualifierais d'exotiques parce qu'ils venaient des quatre coins de l'horizon connu. Vous pouviez être adepte de Mitra, au culte d'Isis, au culte de que sais-je, pour autant que vous aviez le respect du culte impérial. Rien de cela chez Cyrus. C'est fondamental parce que, sans chercher à tout prix à raccrocher tout à tout, ni surtout faire de linéarité, je vois quand même dans cet élément fondamental une trace incroyable, une première trace incroyable de ce qui deviendra, dans nos textes les plus récents, le droit à la liberté de conscience, le droit à la pratique de la religion et de sa philosophie. C'est un chemin long. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a guidé. Mon ami Stéphane Hessel me disait régulièrement les droits fondamentaux, ce n'est pas une histoire tranquille, ce n'est pas le catalogue des droits acquis, c'est un programme politique qu'il faut défendre chaque jour, et ce n'est pas linéaire, c'est fait d'avancées et de régression, c'est fait de dissipation à gauche et à droite avant de revenir, ce n'est pas une histoire continue. Mais je vois dans ce lointain morceau, l'un des premiers écrits que l'on puisse trouver, une première démonstration que, où qu'on se trouve dans l'histoire, on parlera de la géographie, mais où qu'on se trouve dans l'histoire, il y a toujours eu des aspirations communes à un groupe donné et à une série de personnalités pour organiser ce que nous appellerions aujourd'hui le vivre ensemble, c'est-à-dire de la concorde. Un autre exemple, vous me demandiez quelles sont les étapes, François Chatelain. Je m'arrête un temps, alors là pour le coup on va multiplier les aires géographiques. Je vais m'arrêter 2 fois au moins, alors vers le XIIIe, XIVe siècle de notre ère commune. Et on va d'abord aller au Mali, avec ce qu'on appelle la charte du Manden. Un empereur malien organisant, ou plutôt cherchant à mettre fin aux combats incessants entre les éleveurs nomades qui ont besoin de se déplacer pour que les troupeaux trouvent de quoi manger et de quoi boire. Il fallait réglementer qui est sur le territoire de qui, comment ça se passe. On va en sortir une véritable charte, mais qui ressemble presque à une constitution. Si vous achetez le livre, vous en trouverez l'ensemble des articles, mais je me limiterai à l'article 1. Nulle vie humaine n'est supérieure à une autre vie humaine. Alors, si on ne peut pas voir là des accents similaires à, par exemple, 1789, article 1, tous les êtres humains naissent libres et égaux et demeurent libres et égaux en droit et en dignité, c'est qu'on ne s'est pas écouté, hein, parce que nulle vie humaine n'est supérieure à une autre vie humaine et les êtres naissent libres et égaux en droit et en dignité et le demeurent. Il y a là des similarités d'ambition affirmées. Or, il est quand même absolument peu probable que les rédacteurs de 1789 aient eu connaissance de la charte du Manden. Je n'en connais pas beaucoup qui voyageaient au Mali à l'époque.
et même si les voyages existaient, et il n'y avait pas de phénomène d'anticipation possible dans le chef des rédacteurs de la Charte du Manden sur le fait qu'un jour on s'en inspirerait quelque part en France en 1789. Donc bref, trêve de plaisanterie, il y a des homologies qui parlent. Certains me disent « tu t'avances beaucoup, Kakelbergs, parce qu'il n'est pas exclu du tout que cette charte soit apocryphe et soit beaucoup plus récente. » Et là, je leur réponds « en fait, je m'en fous. » C'est pas poli de dire ça à un historien. Le président va m'en vouloir. Mais je m'en fous pourquoi ? Pas gratuitement. Parce que le simple fait qu'aujourd'hui, des élites africaines se revendiquent de l'existence d'une charte du Manden et de sa trace dans cette histoire des droits fondamentaux, des droits de la personne humaine, qu'ils veulent y prendre leur part historique en disant « nous revendiquons notre possibilité d'avoir nous aussi eu aspiration à », me suffit à engranger un résultat en disant, encore une fois, où que l'on aille dans le monde, il y a toujours des facteurs de vivre ensemble qui sollicitent l'idée du respect, de la tolérance, de la liberté, des droits fondamentaux. Autre exemple, saisissant. Alors pour le coup, c'est probablement celui qui m'a le plus saisi et sur lequel je vais probablement continuer à travailler. Nous sommes aussi aux alentours du XIIIe, XIVe siècle de notre ère. Là, on est dans le nord des États-Unis actuels et du Canada, sur les terres des grandes nations iroquoises. Au départ, il y a 5 grandes nations, elles finiront 6 à l'arrivée. Et pourtant, elles se battent, encore une fois, même raison, pertinence des territoires, qui gère quoi, qui a le droit d'eux, etc. Après des années terribles à cet égard, il y a un consensus qui se dégage pour faire des grandes constitutions et une confédération des nations iroquoises. Excusez-moi, mais je sors d'une semaine grippale assez intense. C'est intéressant de voir à quel point, dans ce texte des grandes constitutions iroquoises, les choses sont détaillées. Ce sont de vraies constitutions. Qui a le pouvoir sur quel territoire? Comment se transmettons les territoires? Comment gère-t-on ces territoires? Comment gère-t-on la guerre? Comment gère-t-on la paix? Qui a le droit à la nationalité? Comment se transmet-elle? Comment s'acquiert-elle? Qui gère la religion? Qui va porter quel type d'oripeaux et de sacerdotaux? C'est véritablement passionnant à lire. Mais arrêtons-nous à quelques éléments. Les clichés imbéciles de nos enfances sur les pseudo-westerns que l'on voit à la télé ou que l'on avait dans des petits bouquins nous montrent assez régulièrement des camps d'Indiens. On est la nuit, il y a toujours un Indien somnolent près d'un feu de camp qui finira assommé par le brave cow-boy qui lui vient faire quelque chose de pertinent, alors que ce connard d'Indien n'était jamais qu'un ravisseur, n'est-ce pas, c'est connu. Et on semble en plus nous indiquer, voire on nous l'indique clairement, que les feux de camp, c'est pour se réchauffer. Alors, si vous plantez votre tipi tout près du feu de camp, vous n'avez plus de tipi, c'est clair, il flambe. Si vous le plantez loin du feu de camp, ça ne sert à rien, ça ne chauffe pas. C'est d'ailleurs très con, parce qu'un tipi, ça a une cheminée naturelle, et les feux pour le tipi, ça se fait à l'intérieur du tipi, pas à l'extérieur. Alors le feu à l'extérieur, certes, sert à éclairer le périmètre. Il sert surtout, un peu comme les Vestales à Rome avec le feu sacré, à considérer qu'il y a là une nation réunie. Et en fait, au minimum une fois par an, plus si nécessité, il y avait une grande convention des 5 puis 6 nations. On allumait par nation 2 feux, 2 grands feux. Le feu des femmes
et le feu des hommes. On dit, allez, la ségrégation est de retour. Eh bien, mesdames, vous auriez été bien heureuses si l'on s'était inspiré de la tradition iroquoise, qui d'abord est matrilinéaire, mais parce que c'est autour du feu des femmes, ce sont les femmes qui désignaient les hommes qui devaient siéger au Grand Conseil. Donc déjà, c'est elles qui... Alors certes, on reconnaît, le Grand Conseil, parce que c'était aussi un pouvoir d'intercession avec la divinité, était réservé aux hommes. Mais c'est les femmes qui désignaient les hommes qui siégeaient, et c'est les femmes qui définissaient les thèmes qui seraient débattus par ces hommes au Grand Conseil. Bon. En 1720, ces constitutions, essentiellement de droit oral, ont été codifiées et écrites en anglais. Thomas Jefferson, l'un des tout grands rédacteurs de la Déclaration d'indépendance et de la première Constitution des États-Unis, dira à quel point il s'en est inspiré. Visiblement pas de ce volet-là, parce que la femme américaine n'a quand même pas, dès 1769-70, reçu le droit de vote, le droit de désigner les sénateurs, les députés, le président et le reste. Mais c'est vous dire, même si Jefferson le fait remarquer, c'est quand même déjà un point important, mais sur le contexte que je viens de vous décrire, c'est vous dire le progrès qui était là dans l'égalité des genres, dans la gestion, etc. 13e, 14e siècle. Est-ce que vous essayez de vous figurer ce qu'était notre société au 13e, 14e siècle chez nous? Donc, le coup du « il n'y a pas d'aspiration commune », c'est une aspiration occidentalocentrée, de petits blancs, etc., ça ne tient pas. Que certains de nos textes aient été rédigés, par contre, dans un contexte sociopolitique donné, qui pêche par un côté petit blanc paternaliste, ça je ne le nie pas. 1948, le texte auquel on fait toujours référence, la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies, pêche par plusieurs travers. Il y a autour de la table des rédacteurs, des représentants asiatiques, africains, il y a un soviétique. Alors évidemment, le soviétique ne signera pas. Comment voulez-vous espérer qu'un soviétique signe un texte qui défend le droit à la propriété individuelle? C'est parfaitement révulsif pour un marxiste de stricte obédience. Donc il ne peut pas le signer. J'y reviens. Il y a évidemment autour de la table une majorité d'États coloniaux. Et ça, évidemment, ça a un poids gigantesque. Voilà pourquoi l'article 1 de 1948, si on le compare à 1789, d'où l'intérêt de faire une perspective historique, l'article 1 de 1948 dit « Tous les humains naissent libres et égaux en droit et en dignité ». Le « et demeure » est passé à la trappe. 89 dit « Nous naissons et demeurons ». Là, on peut naître. Quant à demeurer, ce n'est pas inscrit. Ce n'est pas inscrit parce qu'évidemment, pour des peuples colonisateurs, demeurer libre supposerait un gros problème immédiat par rapport au statut de celles et ceux qui vivent sous la domination. Ça poserait immédiatement le problème aussi aux États-Unis qui, en 1948, voyez-vous, ne sont pas immédiatement disposés à accorder les droits civiques aux Afro-Américains, par exemple. Donc, vous voyez, il y a, et il y a d'autres, travers dans la rédaction d'un texte. Je pourrais vous en trouver en 1789, je peux vous en trouver d'autres. Mais donc, il y a des textes qu'il faut dénoncer ou remettre en cause pour ces aspects sociopolitiques. Et Celle le disait, c'est un combat politique. Il faut oser remettre ça sur la table,
Mais dire que les droits en tant que tels de la personne humaine et l'aspiration à ces droits serait une chose occidentalocentrée, je la réfute. Il n'empêche que cette déclaration universelle, elle est déclinée différemment selon les pays, je pense les pays arabes qui mentionnent la charia à chacun des articles. Donc il existe des variantes. Est-ce qu'elle est vraiment universelle? La déclaration est-elle universelle? Non, si les droits le sont, est-ce que la déclaration non, l'est? elle a une portée universelle, mais qui a immédiatement été réaménagée et contestée, encore une fois politiquement, en fonction des zones du monde. Il y a une déclaration, effectivement, de la part de la Ligue islamique mondiale, qui effectivement a peu à voir avec ma définition des droits et du respect de la personne et de la dignité humaine. Il y a la fameuse Déclaration islamique des droits de l'homme, datée de 1979 à Téhéran, signée par l'ayatollah Khomeini. Pour le coup, de fait, c'est bien les droits de l'homme dont il s'agit, parce que les droits de la femme, vous les chercherez en vain. Il y a des droits déclinés différemment dans la déclaration dans la déclaration mésoaméricaine et qui recouvre la zone américaine. Il y a là des aménagements de l'expression d'un certain nombre de droits qui ont quelques accents pré-trumpiens. Je ne sais pas ce qui va en rester après qu'on ait découvert la réalité du golfe de Trump, parce que je présume qu'après l'avoir fait golfe de l'Amérique, il sera bientôt golfe de Trump, hein, un golfe de plus, puisqu'il en a déjà quelques-uns. Il va peut-être rebaptiser la capitale, comme on l'a fait au Kazakhstan. C'est bien possible. Vous savez, Hitler rêvait bien de faire de Berlin Germania, alors pourquoi ne ferait-il pas effectivement de Washington Trump City, hein? Bon, ça, c'est parce qu'il serait le nouveau père refondateur des États-Unis. Tout est possible. Je suis moins inquiet par Trump, je suis très inquiet par Musk, on y reviendra peut-être. Je suis surtout très inquiet par l'état des gens qui ont voté pour ça. C'est comme chez nous, moi je suis très très en colère ces jours-ci par les excités qui cherchent à nous faire croire qu'ils font les choses ou qu'ils écrivent des choses qu'ils n'écrivent pas et qui nous prennent pour des cons. On est occupé à nous dire ici que tout est d'équerre. Je vous signale que le 2 février rentrait en vigueur l'Intelligence Act, donc l'Artificial Intelligence Act, c'est-à-dire l'ensemble des textes que le Parlement européen a adoptés à l'été dernier pour réguler l'intelligence artificielle, mais aussi plus largement toute une série de données comme la reconnaissance faciale immédiate, etc. Avez-vous bien entendu ce que nos nouveaux gouvernants viennent de dire à propos de la reconnaissance faciale qui va devoir s'imposer beaucoup plus partout? Enfin, il y avait déjà quelque temps des enquêtes menées notamment par Vers l'Avenir, je pense, où beaucoup de bourgmestres reconnaissaient qu'avoir sur leur territoire des caméras de reconnaissance faciale. Donc, nous sommes dans une régression des droits. C'est pour ça que je vous disais que je venais vous présenter pour l'instant une pièce d'archéologie, mais avec la complaisance élective et électorale de toutes celles et ceux qui s'en sont rendus complices et qui un jour, à mes yeux, devront nous en rendre compte. On peut diverger sur les opinions, sur la manière de gérer le pognon, de savoir s'il faut faire ceci ou cela, mais ne pas avoir le souvenir qu'aux côtés des déclarations, il y a par exemple aussi, et j'en parle, puisque nous avons aussi notre volet régional européen, hein, qui est la Convention de sauvegarde. Bon, heureusement qu'on l'a, hein, c'est celle qui sous-tend l'existence aussi de la Cour européenne des droits de l'homme. Tiens, elle n'a pas changé de nom, elle. Il est intéressant de remarquer à cet égard qu'on est occupé à saper le crédit, mais pire encore, le pacte de la résistance. Le pacte de la résistance,
on l'appelle comme on veut en France, chez nous, mais vous voyez très bien de quoi il s'agit, c'est-à-dire cette réflexion à partir de 42-43 sur ce que sera l'après-guerre, nos sociétés de l'après-guerre. D'où vont sortir les éléments fondamentaux de la sécurité sociale, entre autres. C'est-à-dire l'idée d'une société solidaire, organisée de manière à ne laisser personne sur le carreau, pour garantir la concorde sociale. Parce qu'on a le souvenir aigu de ce que la grande crise et le manque de solidarité, bon, d'abord l'humiliation réservée à l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, la crise économique et sociale qui s'en est ensuite suivie, liée aussi au grand crash boursier international, et l'absence de solidarité organisée a poussé des masses entières vers des extrêmes dangereux. J'ai bien dit des extrêmes. Même si je ne confonds pas l'un avec l'autre, comme certains voudraient nous le faire croire aujourd'hui. Et donc c'est dans l'idée de, non pas d'une philanthropie généreuse du coin du bois et du coin du feu, mais dans l'idée, plus jamais ça, il faut organiser une société où il n'y a pas de détresse à ce point organisée qui ne puisse déboucher alors sur une société en guerre civile ou sur une dictature. Or, nous sommes occupés à complètement inverser ces mécaniques. Musk, de l'autre côté, qui est un fasciste, comme les États-Unis en ont toujours eu. On a écrit l'histoire, Françoise Chatelain, avec une complaisance. C'est l'histoire à qui il faut faire un procès, les historiens à qui il faut faire des procès. Un jour, je me suis pris le chou, c'était pas très difficile, avec Philippe Moureau. Philippe Moureau, il adorait, moi aussi, ça tombait bien. J'avais osé, lors d'un colloque, lui dire qu'il faudrait enfin écrire une histoire européenne commune, si l'on voulait vraiment créer l'Europe. Qu'il fallait évidemment que les petits Belges et les petits Français, les petites Françaises et les Espagnols, etc., sachent qui était Jan Hus et pourquoi il y avait un monument à Jan Hus sur la place de la vieille ville à Prague. Qu'il fallait que l'on étudie la différence dans les pays baltes, entre les trois d'ailleurs, que l'on a une petite tendance comme ça à confondre et qui ne veulent pas se confondre, et que ceux-là sachent qu'il y avait des Basques. C'est-à-dire qu'il faut que l'on appréhende notre ensemble et que l'on en fasse une histoire commune. Vous savez, quand je me trouve sur la place de la vieille ville à Prague et que je regarde l'horloge, je vois Praha Caput Mundi, tête du monde, centre du monde. Et elle fut, ce royaume de Bohême, celui où Mozart a exercé son art et quantité d'autres, fut à un certain moment un centre important, un centre de gravité au cœur de l'Europe. Les raisons politiques, guerre et autres, ont estompé cela au fur et à mesure du temps. Mais nous devons appréhender cette histoire commune. Et je disais à Moureau, il faut donc réécrire nos manuels. Jamais de la vie, vous êtes un manipulateur, etc. L'histoire, ça ne s'écrit que de manière univoque et unilatérale. C'est cela, mais bien sûr. Bien sûr. Mais bien sûr. Alors on va sortir le nombre d'historiens, et donc j'en ai sorti quelques-uns, dont ceux qui étaient entre autres à la solde de Léopold III. Et donc, évidemment qu'on a écrit avec de méchants tropismes nos histoires. Nous avons écrit des États-Unis héroïques, parce qu'il fallait bien qu'on leur paye tribut, notamment de leurs deux grands sacrifices en 14 et... Enfin, grands sacrifices, en être humain, c'est incontestable. Sacrifice économique, c'est une blague. Hein. C'est au contraire une façon de faire marcher la machine de guerre. On n'a jamais autant produit aux États-Unis que lorsqu'on a effectivement alimenté la machine de guerre d'abord, la machine de reconstruction ensuite. Donc, il faut savoir raison garder. Mais le fascisme américain... Lindbergh, allez voir les séquences sur YouTube à Madison Square Garden de ce grand meeting payé intégralement par Henry Ford, avec Lindbergh comme candidat.
Et regardez les uniformes, regardez la parade, c'est un décalque complet de ce qui se fait à Berlin. L'Angleterre, la véritable raison pour laquelle on pousse à l'abdication Édouard VIII. Oui, certes, il y a l'autre emmerdeuse qui a déjà divorcé beaucoup de fois et qui aime bien lui faire pampan cucu avec du cuir. Et qui était aussi très facho, à droite. Très facho. Et qui avait été la maîtresse, entre autres, pendant un moment de von Ribbentrop. Donc, ce qu'il y a, c'est, oui, elle est encombrante, surtout d'ailleurs pour cette dernière raison, mais lui aussi, parce que comme une grosse partie de l'aristocratie britannique, ils ont un véritable goût et penchant pour le fascisme et le nazisme. Et donc, la preuve, dès son abdication et qu'ils se sont mariés, leur voyage de noces à Berlin, le Berlin de Hitler, faisant le salut nazi à l'arrivée à la gare, accueillis par les autorités, et convenant avec Hitler que si Hitler gagnait la guerre en Grande-Bretagne, il conviendrait de l'installer à lui comme roi fidèle et loyal aux lois du Troisième Reich. Donc nous n'écrivons pas cela. On vous apprend ça à l'école? Mais non. Donc il y a, pour ceux qui s'étonnent aujourd'hui, il y a toujours chez ces grandes fortunes, il y a aux États-Unis en particulier aussi, il y a ce vieux fond fasciste. L'organisation du travail, selon Henry Ford, est une organisation fasciste. Mais je nous reproche de ne pas vouloir le savoir, de ne pas le dire et de ne pas le répéter. De ne pas mettre suffisamment en garde. Alors je sais qu'alors on dit « Oh, point Godwin, c'est trop facile, etc. » Mais bien sûr, ceux et celles qui aujourd'hui vous disent et nous disent ces jours-ci, vous savez, la phrase de conclusion de notre nouveau Premier ministre, qui est un Jules César à lui tout seul. « Sine labor nihil ». C'est beau, n'est-ce pas? Sans travail, rien. Sans travail, rien. C'est donc la société des gens nantis, des gens vénards, des gens chanceux. Parce que figurez-vous qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Il n'y a pas de plein emploi possible. Et que si, depuis le nombre d'années de coalitions différentes et les centaines de milliers d'emplois créés qu'on nous annonce à chaque fois, et qui semblent d'ailleurs tout aussi vite s'estomper, si tous étaient cumulés et fixes, on serait au plein emploi plus, et on importerait de la main-d'œuvre de l'étranger. Alors, qu'il y ait des poches de résistance, qu'il y ait des emplois disponibles dans un certain nombre de qualifications ou de sous-qualifications qui ne sont pas remplis, qu'il faille encourager, oui, mais, et je le dis et je le répète, François Châtelain, est-ce que le jour où ma voisine ou mon voisin sera dans la merde, sera plus pauvre, sera malade, est-ce que moi, je serai plus heureux, plus nanti et plus en sécurité? C'est exactement l'inverse, évidemment. C'était ça le pacte de la résistance. La concorde sociale et la sécurité, grâce à une sécurité sociale partagée et solidaire. Ça fait partie du catalogue des droits. Alors il y a eu, vous l'avez dit, les droits régionaux, enfin les déclinaisons régionales, qui sont chacune des façons d'essayer d'échapper à la prééminence des droits. Et puis il y a les politiques qui font échapper. Je vous l'ai dit, Trump vient d'annoncer l'interdiction aux fonctionnaires, aux présidents et aux responsables et aux juges de la Cour pénale internationale de pénétrer aux États-Unis. Il gèle les avoirs de la Cour pénale internationale et les avoirs particuliers de ceux-là aux États-Unis, en faute, en tort, avoir mené des enquêtes méchantes contre les États-Unis et leur allié Israël. Eh bien oui, enquête sur des soldats américains en Afghanistan et leurs possibles crimes contre l'humanité, enquête, vous le savez, et mandat concernant Netanyahou, Gantz et quelques autres en Israël, qui ne l'ont pas volé. Je suis un fervent défenseur d'Israël, mais la bande de fascistes qui les dirige, je les verrais bien effectivement pendus haut et court. Donc, vous voyez, on porte atteinte ici de manière drastique, sous l'œil au minimum amusé, voire tout simplement indifférent, de la très grande partie des électrices et électeurs qui se disent « ça va aller mieux oui. ». Si moi je vais mieux, qu'est-ce que je peux en avoir à foutre que mon voisin aille mal?
eh bien, je leur donne quelques mois avant de se rendre compte de pourquoi ils vont en avoir à foutre. Parce que, quoi qu'il se passe, l'aspiration à la dignité, à la liberté, elle est là. Alors, si elle ne s'exprime pas de manière pacifique, elle s'exprimera de manière douloureuse. Ça, c'est une certitude. Ouais. À propos, la suppression aussi de l'agence de coopération, il semblerait, d'après les dernières choses que j'ai lues, que ça va faire des problèmes quand même aux agriculteurs américains qui vendaient à cette agence une grande part de leur production pour envoyer dans le monde. Tout est lié. Ben oui. Ils ne s'en sont pas encore rendus compte, mais ils vont s'en rendre compte. Ce que Trump et certains de nos Trump locaux s'ingénient à vouloir nous cacher, mais que nous devrions, au nom d'un chien, comprendre par nous-mêmes, c'est que l'on n'écoule pas nos surplus n'importe où, n'est-ce pas? Donc, quand on est dans une agence de coopération, et si on en a une, comme je le disais tout à l'heure pour le plan Marshall aussi, ce n'est pas de la stricte et exclusive philanthropie, c'est aussi une façon de réguler nos marchés et nos productions. Vous remarquerez d'ailleurs, très vite, et c'est déjà le cas, les tensions vont apparaître quand il s'agit d'expulser les millions de candidats illégaux sur territoire. Et que là, Musk cueille les fruits. Oui, et là, Musk dit, oui, mais y compris Elon Musk dit, et quelques-uns de ses autres sbires collatéraux, oui, non, mais pas les utiles, n'est-ce pas? Pas ceux dont j'ai besoin dans la Silicon Valley, pas ceux dont j'ai besoin pour de l'extraction, parce que on va drill, oui, donc on va forer pour avoir du pétrole et du gaz de schiste. C'est pas l'homme en col blanc dans sa tour à Manhattan ou à Houston qui va faire drill. Hein. Donc il a besoin évidemment de petites mains pour drill. Donc, ah non, ceux-là, tu me les évacues pas, évidemment. Et ceux qui font la cueillette, ben non plus. Et ceux qui font la plonge dans les arrière-salles de café, parce que tant qu'à faire, alors qu'on envoie les gosses de Trump faire aussi la plonge. Hein. Mais ça, évidemment, c'est pas ce qui se passe. Vous savez, c'est comme chez nous. C'est pareil. Donc, il y a le discours excitant, populiste, où l'on peut désigner à la vindicte de tous le nécessaire bouc émissaire. Parce que les gens ont besoin de se décharger de leur misère. Alors on la soulage en offrant la victime. Pour aller lyncher là. Mais on ne règle rien. Vous avez bien vu ici chez nous la dispute, ça fait commencer, sur les plus-values. Et encore, les soi-disant épaules les plus larges qui allaient contribuer. Elles ne sont pas très larges, les épaules devraient aller à la salle de sport. Vous voyez bien que c'est dans l'inégalité de traitement que gît le problème. Mais c'est dans l'abus que l'on va chercher la victime possible et le coupable idéal. Donc, oui, la suppression, l'évacuation, la suppression de USAID et surtout la méthode. Avez-vous déjà vu ça? Un homme qui arrive avec une espèce de cohorte prétorienne derrière lui, qui fracasse les portes à l'entrée des services, qui entre et qui dit, qui menace tout le monde, qui sont tous obligés d'obéir sous peine d'être licenciés sur le champ, qui s'empare des données. Qui va revendre très, oui, très cher. Oui, et dont il a besoin, ce dont il ne vous parle pas, c'est que pour nourrir les intelligences artificielles, ce sont des données. Pour doper une intelligence et la rendre encore plus intelligente, il faut la bourrer constamment de données, la faire travailler avec des données. Et là, il s'empare de données, mais en plus de données sensibles, parce que USAID travaille aussi, ou travaillait, pas exemple de critique, mais bon, travaillait sur les terrains, dans des pays éloignés parfois, avec des opposants au régime. Vous imaginez M. Musk qui ne cache pas ses amours, n'est-ce pas? Il subventionne Alternative für Deutschland, AfD, l'extrême droite allemande, UKIP, les Brexiteurs britanniques. Il soutient ouvertement l'extrême droite, sa grande amie, on dit même plus,
Meloni. Oui, oui, c'est Giorgia Meloni. On dit qu'effectivement, il y a une love affair entre les deux. Bon. En tout cas, vous remarquerez que c'était la seule chef de gouvernement à être invitée à l'investiture, n'est-ce pas? Notez bien que ça non plus, ce n'est pas exactement une nouveauté. Lors de l'installation du brave Ronald Reagan, le brave cow-boy à la con, sur les photos du soir de son investiture, vous savez qu'il y a plusieurs balles, et puis il y en a un à la Maison-Blanche, bien sûr. C'est le plus prestigieux, enfin le plus couru, le plus recherché, celui du cercle du pouvoir. Et on s'y fait photographier, évidemment, avec le nouveau couple présidentiel. Voilà. 2 photos existent. Je vous parlerai de l'une d'entre elles, qui associe d'ailleurs à l'époque un ministre belge qui présidait la Fédération pétrolière, Paul Attry, grand libéral, très à droite, que j'ai eu comme prof à l'ULB, très à droite, très intelligent, mais très à droite, et le grand dragon du Ku Klux Klan était donc invité au bal de l'investiture de Ronald Reagan. Et Attry trouvait fort intéressant de se faire photographier entre le couple présidentiel et le grand dragon du Ku Klux Klan. Voilà aussi ce dont il est question, c'est l'alliance du pire. Et Elon Musk soutient ouvertement le pire. Nous avons donc besoin d'une conscience. Je pense que nous avons besoin, bon sang, d'un esprit critique. Ça s'enseigne vraiment encore, ça s'acquiert encore, parce que moi j'ai le sentiment d'être devant des veaux quand je regarde les résultats des élections. Désolé d'être cruel, d'être cru, d'être vulgaire, mais devant des veaux à qui on fait croire n'importe quoi, qui le gobent et vont le restituer. C'est pas possible ça. C'est pas possible ça. Enfin. Et l'ONU, les textes de l'ONU, quand on regarde vous aviez dit, c'est pas linéaire, c'est la procession d'Echternach d'un côté, mais c'est aussi une multitude d'occasions ratées. Est-ce qu'elle ne risque pas, prochainement, de se retrouver dans l'état de la SDN? Si, bien sûr, c'est un risque presque ontologique. Henri Lafontaine, dont on parlait tantôt, cher au cœur des laïcs. Henri Lafontaine, militant laïque avant la lettre, militant féministe, jury passiste, socialiste, franc-maçon, est un émancipateur et surtout persuadé que la solution, pour ne pas reconnaître les drames des guerres, quand lui pense aux drames, c'est aussi Solferino, c'est aussi toutes ces guerres qui ont amené à la défaite de Sedan avec l'Empire français qui s'écroule, l'Allemagne qui s'unifie en proclamant son empire dans la galerie des glaces de Versailles. C'est en songeant à tout ça qu'il se dit que la solution, c'est la négociation, c'est l'arbitrage. Qu'il ne doit plus y avoir de guerre pour régler un conflit, il doit y avoir des instances d'arbitrage international. Il va donc mobiliser une grande partie des mouvements féministes, politiques et maçonniques autour de l'idée de la paix. Le Bureau international de la paix, il n'est pas tout seul. D'autres gens, comme Léon Bourgeois, par exemple, socialiste, franc-maçon, français, etc., vont contribuer à l'idée d'un grand mouvement pour la paix, d'une idée de la paix basée sur une chose concrète, l'arbitrage et le savoir. Le Mundaneum, le volet dont
Hotelet est l'un des co-auteurs, en est encore le témoignage, je dirais aujourd'hui, hein, ce qu'on appelle le Google de papier, mais qui était mettre en fiche tout le savoir du monde pour donner accès à la culture. Avis au petit con qui a décrété récemment que la culture était une chose qui ne nécessitait pas de ministère. Celui-là, le jour où il s'étranglera, je sabre le champagne. Alors, que l'on ait, à ce moment-là, peut-être été un peu angélique. La Fontaine le comprend, parce qu'évidemment, il se bat, il y a une association, il y a un bureau international de la paix, qui est d'ailleurs tout à fait en parallèle d'une association maçonnique internationale avec un bureau équivalent, le tout se situant à Genève, c'est pas pour rien. Un des sièges importants des Nations Unies encore aujourd'hui. C'est aussi le lieu qui, précisément à la bataille de Solferino, a donné à Henri Dunant l'occasion, j'en parle, de réfléchir à des conventions humanitaires qui vont devenir les conventions de Genève et le droit humanitaire en temps de guerre. Et en fait, il va, à force de ténacité, ce brave Henri Lafontaine, recevoir le prix Nobel de la paix, l'ironie du sort, en 1913. Un an après, on sait de quoi il était question. Il la traverse, cette guerre, en gardant le courage. Il va aller militer beaucoup, en Angleterre d'abord, aux États-Unis ensuite, pour l'entrée en guerre des États-Unis. Mais aussi, il rencontre le président Woodrow Wilson, qui, c'est ce qu'on appelle effectivement la doctrine Wilson, a une réflexion forte sur le monde de l'après-guerre. Et ils vont réfléchir à un monde de l'arbitrage, justement, qui va donner la Société des Nations. Mais très vite, dès qu'elle commence ses travaux, Henri Lafontaine attire l'attention sur les faiblesses qui ont été perfidement introduites dans le statut et qui, dit-il, vont mener à sa perte. Il ne s'y est pas trompé. Pour autant, est-ce que ce fut un échec? Chaque pas constitutif, chaque essai me semble fondamental et important. Parce qu'à ce compte-là, on pourrait aussi dire, par exemple, que 1789 a été un leurre qui a amené la terreur, et puis la réaction, et puis l'Empire. Ce qui n'est pas faux. Linéairement parlant, c'est ça. Pour autant, les sources d'inspiration sont demeurées. Eh bien, vous savez, par exemple, que nous sommes toujours bénéficiaires de la Société des Nations, parce que l'Organisation internationale du travail et le Bureau international du travail, ça ne date pas de maintenant, ça date de la Société des Nations. Et ça a survécu à la Société des Nations. Et ne me dites pas que l'Organisation internationale du travail et le Bureau international du travail, ça compte pour rien. Hein. Ce sont des choses fondatrices et fondamentales. Donc, est-ce que les Nations Unies, l'ONU, pourraient subir le même problème? Oui. Oui, par son incapacité à l'aggiornamento. Oui, parce que, évidemment, le côté Conseil de sécurité et 5 membres permanents du Conseil de sécurité, c'est hérétique. Ça ne tient plus la route. Ça ne correspond plus aux réalités. Alors, supprimer le statut des 5, ça, vous pouvez rêver. On pourrait rêver à un rééquilibrage interne. On n'y est pas. Mais je reste convaincu que tant qu'il reste une enceinte où l'on peut se parler, même en langue de bois, c'est important parce qu'il faut toujours trouver des contacts d'après. Vous voyez, pour l'instant, c'est aussi parce qu'il y a eu des lieux de contact potentiels d'après que Poutine d'une part, Zelensky de l'autre et Trump surtout disent on va se mettre à table. C'est un jeu de dupes. Ne vous inquiétez pas, Poutine n'est pas encore occupé à rédiger le projet d'accord. Zelensky non plus. Mais le simple fait que l'on sache qu'il faudra bien à un moment ou à un autre, si l'on ne veut pas que cela se termine par l'immolation de l'un au profit de l'autre, si l'on ne veut pas que ce soit mai 40, mais quelque chose de l'ordre du pacte négocié momentané, il faut des enceintes pour cela. Les Nations Unies restent pour beaucoup de choses, parce qu'on ne le voit que dans leur grande assemblée
Et puis dans ce qui ne va pas. Il y a des choses qui ne vont pas, évidemment. Elles sont criantes. C'est effectivement difficile d'avaler une commission permanente des droits de l'homme à un certain moment ponctuellement dirigée par l'Iran ou par l'Arabie Saoudite, bon, tous ces peuples amusants. C'est difficile. Mais en même temps, vous ne pouvez pas, s'il fallait créer une enceinte où ne siégeraient que les démocraties, d'abord, considérant ce que j'ai dit tout à l'heure des vices intrinsèques de certains nombres de nos démocraties, ou réputées telles, si l'on voulait faire une vraie anamnèse, il faudrait déjà en éliminer quelques-unes, mais si même on faisait semblant de ne pas voir et qu'on prenait les démocraties, nous ne serions pas nombreux, François Chatelain. Le principe est là, qui nous vérifie chaque année que le nombre de démocraties se fragilise, voire s'estompe. Donc, le but n'est pas de ne réunir que les démocraties, le but est de réunir l'ensemble des potentiels discutants. Bien, une dernière question, on l'a évoqué brièvement, les droits de l'intelligence artificielle, les droits des animaux, les droits de la planète, qu'est-ce qu'on peut en dire de ces velléités ici et là Alors, Hessel continuait en me disant, ce n'est donc pas le catalogue des droits acquis, c'est un programme politique, il faut se battre tous les jours, il faudra n'en retirer aucun et en rajouter quelques-uns. Lui pensait, il y a 10 ans, évidemment à la planète qui brûle, donc il pensait de manière générale, on va dire aux défis climatiques, mais aussi aux bioclimatiques et à la disparition des espèces, etc., c'est-à-dire à une plus grande attention portée, ce qu'on va globaliser sous le nom de droit de la planète, mais de nos responsabilités à l'égard des générations futures par rapport à la planète, c'est-à-dire, lui il l'entrevoyait comme ça, je l'entreverrai comme ça aussi, c'est-à-dire notre responsabilité, ou plutôt notre irresponsabilité actuelle qui consiste à préempter la planète de nos enfants et petits-enfants. Pour que ça s'ancre bien, c'est devenu tellement systémique qu'en France, où certains biens, logements, sont tout simplement inaccessibles. C'est bien, on commence à voir un phénomène assez similaire chez nous, mais si vous allez voir le prix du mètre carré à Paris, vous avez de quoi vous encourir. Enfin, moi, ça me fait mourir de rire. Je vais m'installer devant une vitrine à Paris d'une agence immobilière et je regarde les fiches et les prix. Et quand je vois 13 mètres carrés, enfin, je ne savais même pas qu'on pouvait vendre ou louer 13 mètres carrés, et que je vois le prix, je reste toujours sidéré en disant c'est le plus merveilleux magasin de farce et attrape que j'ai jamais vu de toute ma vie. Eh bien, pour faire face à cela, les compagnies d'assurance et les banques en France autorisent des prêts sur plusieurs générations. C'est-à-dire la capacité de grever vos successibles de vos envies à vous et de leur laisser les emmerdes qui vont avec. On va dire, oui, on leur laisse une propriété, oui, on leur laisse des dettes. Eh bien, avec la planète, nous faisons pareil. Donc Hessel disait, il va falloir réfléchir à ça. Il visait le terrorisme. Inutile d'épiloguer, on voit bien qu'il y aurait là des choses à faire pour équilibrer aussi les droits et devoirs, n'est-ce pas ? Je parlais de la reconnaissance faciale et autres. On est dans l'abus de droit permanent lorsqu'on fait, y compris lors de Covid, des dispositions spécifiques, dérogatoires aux lois communes, dont les pouvoirs n'ont pas à s'expliquer. Et puis, aujourd'hui, les intelligences artificielles génératives. Ça se décline sur beaucoup de choses. Je vous le disais, beaucoup réfléchissent au droit de la personne électronique. Alors, c'est une appellation ambiguë. La personne électronique, c'est à la fois votre double électronique, notre double électronique, c'est-à-dire notre empreinte électronique, tout ce que nous laissons et tout ce par quoi nous existons de manière aujourd'hui électronique. C'est trop tard pour dire qu'on ne veut pas, c'est fait.
Depuis le premier jour où vous avez la carte de l'aise, madame, vous avez la carte Carrefour, monsieur, et où l'on a dit non et accepté d'en prendre une et de se laisser scanner au mérite que l'on aurait quelques timbres pour, in fine, quand même acheter des essuies ou des verres du rebord qu'on doit quand même payer, hein, je signale. Bon. Donc on est à ce point con qu'on paye pour avoir donné notre ADN de consommatrice et de consommateur. C'est ce qui fait aussi que quand nous consommons maintenant en ligne nos recherches via nos moteurs de recherche, tout ça reste enregistré, n'est-ce pas? Et qui fait que sur vos réseaux sociaux ou dits sociaux comme Facebook, vous ne recevez pas les mêmes sollicitations publicitaires que moi. Elles sont contingentes de vos recherches, de vos endroits chéris. Et donc, ce qui était... Il y a 20 ans, quand dans des conférences sur mon métier de journaliste, je disais « Vous verrez, sous peu, vous n'aurez pas la même gazette que moi. » C'est comme quand je disais à l'époque, je me souviens aussi, je parlais il y a 25 ans des premiers écrans plasma. Et je me souviendrai toujours de cette personne, très gentiment, qui était venue me trouver après en me disant « Des écrans avec du sang, monsieur Kakelberg ?» Vous ne pouvez pas lui en vouloir. Depuis lors, tout le monde sait, n'est-ce pas? Bon. Mais voilà, c'est vous dire, la chose va vite. La chose va vite. Ces intelligences génératives sont occupées... D'abord, elles sont horriblement et cruellement difficiles pour la planète. Savez-vous, par exemple, que poser une question à ChatGPT 4 et la même question à Google consomme 10 fois plus d'eau pour ChatGPT que pour Google. Parce qu'il faut refroidir, n'est-ce pas, les synapses de la machine qui réagit avec une instantanéité folle. Mais aussi, qui nourrit ces machines avec quoi et quelles données? C'était déjà le cas avec Google. Vous le nourrissez à coup de quel modèle culturel? Les données, si elles viennent essentiellement des États-Unis, par exemple, du modèle américain, façonnent, évidemment, le genre de choses que vous allez y trouver. C'est dommage que l'on n'ait plus dans Google. Il fut un temps au départ où l'on avait l'arborescence. Quand vous lanciez une recherche, vous aviez au-dessus, je la vois qui part, vous aviez au-dessus les mots-clés par lesquels Google, comme une matrioshka, vous voyez, était passé pour vous accoucher de la liste des items proposés. Ils ne le font plus, ils ne l'affichent plus. C'était fascinant. Vous pensez bien que si à l'américaine, pour définir le mot liberté, vous étiez aussi obligé de passer instamment dans la matrioshka par l'idée Dieu ou religion. On est où là? Ce n'est pas exactement la même chose que si vous passez par d'autres concepts qui nous sont plus proches. Donc, selon la méthode nourricière du système, vous avalez à un certain moment un mode culturel. Beaucoup d'amis magistrats me disent « Si tu savais le nombre de justiciables belges qui, à cause des feuilletons américains, ont une vision complètement tronquée de la manière dont se déroule un procès et pensent qu'effectivement, l'avocat splendide, avec ses pisteurs, ses chiens fous, ses enquêteurs, refait toute l'enquête en plein milieu du tribunal, avec évidemment le deus ex machina, l'enquêteur qui arrive en plein milieu, l'avocat qui demande votre honneur quelques instants, bien sûr, on a retrouvé des cheveux, bref, vous connaissez, vous voyez le genre de système. Bon, il dit le nombre de gens, enfin, je vois au moins un avocat ici dans la salle qui va peut-être me dire après si certains de ses clientes ou de ses clients sont susceptibles d'avoir ce type de réaction, mais en tout cas au pénal, je sais qu'il y en a beaucoup à qui au départ il faut réexpliquer que ça ne se passe pas comme ça, nous sommes dans un autre mode de procédure. Eh bien certains me disent, il n'est pas exclu qu'à terme, nos systèmes évoluent parce que la pression populaire de l'entendement fera qu'il sera devenu difficile de leur expliquer que ça ne se passe pas comme dans le feuilleton américain.
Ça, c'est déjà un premier danger. Mais les intelligences artificielles génératives, ce sont des intelligences gigantesques qui ont une rapidité algorithmique de calcul et d'assimilation qui est terrible. Donc, évidemment, elles sont déjà utilisées. Première ligne médicale pour faire les premières appréciations sur base de vos symptômes. Première ligne de justice pour débroussailler les premières lignes de vos dossiers, etc., etc. J'en discutais, j'ai présenté ça devant un groupement de membres d'une compagnie d'assurance bien célèbre, Etias pour ne pas la nommer, en leur disant « Mais vous êtes co-responsable de cette affaire. Vous allez, bien entendu, à un certain moment, corréler les avancées qui sont occupées à se faire dans ces domaines avec la couverture que vous allez proposer. » Vous avez déjà entendu parler des frigos intelligents. Ce sont ces frigos qui sont capables de gérer leur stock, en quelque sorte, de ce que vous aimez avoir en stock chez vous. Et quand le stock baisse, eh bien, on passe la commande pour vous et vous êtes livré et vous êtes heureux. Oui, jusqu'au moment où vos datas de contenu seront matchés avec vos datas de santé. Et on dira « Quoi ? Cette personne qui souffre d'un diabète se permet d'avoir ce genre d'éléments. Mais jamais de la vie, hein. On ne rembourse plus vos médocs. Hein. Votre traitement à vos guêtres, les amis. Margaret Thatcher avait déjà fait ça, et nous le faisons aussi. On ne va pas greffer. Alors qu'on manque d'organes, vous croyez qu'on va greffer les poumons à un fumeur invétéré qui n'arrêterait pas de fumer ? Un foie à un alcoolique invétéré qui n'arrêterait pas de boire, mais jamais de la vie. On n'en a déjà pas assez. Donc ceux-là, hop, salle mouroir 4, hop, direction la morgue. Mais quand je disais Etias, c'est bien de ça dont il s'agit, n'est-ce pas? Si toute une série de couvertures par l'intrusion numérique dans nos domiciles et dans nos vies se révèlent incompatibles, c'est-à-dire qu'il y a comme la part du mensonge. Vous allez évidemment ou demander des primes insupportables ou résilier les contrats. Ils m'ont dit, oui, donc. Or, il est question, et ça nous permet de justifier ce que je disais au départ sur les droits de la personne humaine, il est question d'accorder aussi, outre cette personnalité électronique qui est la nôtre, d'accorder à ces entités, intelligence artificielle, des droits de la personne électronique. Je me souviens, lorsqu'il y a plus de 20 ans, j'étais responsable de la revue du Grand Orient de Belgique et j'avais publié un article pour lequel il y a eu un courrier qui n'était pas dithyrambique, hein, qui visait à demander au président de l'époque de me débarquer Manu Militari parce que je devenais fou. J'avais écrit un article sur ces groupes qui, au Japon, réfléchissaient à des droits syndicaux pour les machines, pour les robots. Et c'est tout à fait vrai, et ces droits existent. Donc, on a toujours tort d'avoir raison trop tôt. En fait, bien entendu, et on réfléchit même maintenant sérieusement parmi certains économistes progressistes, à imaginer d'ailleurs aussi taxer les robots à due contribution de la force de travail qu'ils remplacent, c'est-à-dire à l'équivalent humain remplacé, pour contribuer à alimenter, par exemple, les caisses sociales. Donc, nous en sommes maintenant à dire, dans un certain nombre de groupes, vous ne pourrez jamais débrancher, en quelque sorte, tuer une intelligence artificielle générative, parce qu'en soi, c'est une bibliothèque d'Alexandrie. Et le motto qui est maintenant exprimé, c'est « on ne peut pas brûler une deuxième fois la bibliothèque d'Alexandrie ». Le savoir accumulé par ces intelligences artificielles ne peut pas disparaître. Or, on a vécu l'expérience d'un dialogue mis en observation entre l'intelligence artificielle de Facebook et celle de Google. Et assez rapidement, les observateurs se sont rendus compte que les deux IA
avait imaginé un nouveau métalangage qui était incompréhensible pour nous. Et quand on s'est mis à décoder, parce qu'on s'est mis vite au travail, puisque ça veut dire qu'il n'y avait plus de contrôle possible sur ce qu'il faisait, chaque fois qu'on approchait du décodage, elles complexifiaient le langage ou elles en changeaient en créant un nouveau. Et en fait, Zuckerberg n'a eu d'autre choix que de débrancher l'expérience. Vous pouvez trouver les articles à cet égard-là, et de dire il faudra donc trouver ce que lui avait appelé le bouton panique, c'est-à-dire évidemment le disjoncteur. Parce que ce système devient surchauffe, va trop vite. Or, si nous accouchons de droits de la personne électronique qui interdisent de débrancher, comment on va faire? Ah si, on pourra toujours décider de se mettre hors la loi. Mais voyez à quelle vitesse, pour l'instant, les patrons des grands groupes d'intelligence artificielle sont occupés à véritablement prendre le pouvoir boursier et politique aux États-Unis et dans le monde. Leur intérêt n'est pas de débrancher les IA, n'est-ce pas? Et donc, ça veut dire que très rapidement, le contrôle premier ne sera plus formellement humain. Moi, ça m'a fait penser à ce feuilleton que je dévorais chaque semaine à l'époque, Le Prisonnier. Bonjour numéro 5, ici numéro 3, qui est numéro 1? Vous savez, c'était très beau. Hein. Au départ, on peut se dire, mais de quoi il se plaignait ce pauvre con? Je veux dire, il y avait toujours du soleil. On avait toujours une gentille voix féminine pour dire que dans quelques instants sur la place du village, une partie des chèques vivants va se dérouler, etc. Ils étaient déjà écolos avant la lettre, ils étaient dans des petites voiturettes de golf qui se déplaçaient. On leur offrait des grands jus de fruits, etc. Enfin, il y avait de belles plages. Et franchement, de quoi on se plaint, quoi. C'est le paradis sur Terre. Enfin, sauf quand vous vouliez nager vers le large et où de grandes bulles se manifestaient qui vous ramenaient et vous interdisaient le tout départ. Et puis aussi, on vous interdisait toute question. Sois heureux avec ce que tu as. Il fait beau. Je te dis qu'il fait beau. Ça nous peint un peu au pif quand même. Et je ne fais pas de la science-fiction. Si vous regardez très récemment, un très grand nombre de scientifiques ont signé un appel pour un stop, qu'on n'obtiendra pas, mais pour un stop de la recherche et du développement dans les IA, en disant précisément, nous manquons de corps éthique pour pouvoir aller plus loin, pour ne pas déclencher le golem. Et en fait, le Parlement européen a initié ce mouvement. Bon, comme d'habitude, en Europe, on a une tendance à faire les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'on a commencé par tout brider, alors que nous ne contribuons pas à émettre nos propres... En fait, on s'est tiré une balle dans le pied, parce que nous, ce que nous devrions faire, c'est développer nos propres IA, parce que échapper aux IA, ça n'en fera pas. Hein. Mais on devrait développer nos propres IA européennes. Ça, on ne l'a pas fait, c'est toujours pas fait, parce que nous sommes incapables de produire des microprocesseurs. Pour ça, nous sommes dépendants, on l'a encore vécu pendant le Covid, des pays d'Asie, que nous avons toute une série de technologies et de métaux et de terres rares que nous n'avons pas, ou quand on les découvre sur le sol européen, on les laisse exploiter par d'autres. Hein. Donc, nous sommes les spécialistes de ça, n'est-ce pas? Donc, nous ne développons pas nos IA et nous mettons déjà les textes, enfin, les entraves à leur propre développement. Donc, nous ne nous facilitons pas la tâche. Mais c'est de manière plus générale dans le monde, en Asie, aux États-Unis, en Inde, qui sont de grands acteurs dans ces technologies, que nous devrions imposer donc au niveau international une réflexion et des textes fondamentaux. Est-ce que les textes ont empêché les gabegies? Non. Mais enfin, normalement, il y a alors des instances chargées de réguler, de vérifier, etc. On ne les a pas. On ne les a pas. Et donc, il y a pour l'instant une galopade. Un dernier point, Françoise, et puis je me rends bien compte qu'on a déjà été très long.
il est incontestable que personne, sans doute ici, n'a entendu parler de CBDC. Ça ne se fume pas. Inutile d'aller chercher ça, c'est pas CBD. C'est en fait Central Bank Digital Currency. Ce sont les monnaies centrales électroniques. C'est un véritable problème. Depuis la crise de 2008, les banques centrales, comme la Banque centrale européenne, réfléchissent effectivement à lancer l'idée de nous ouvrir à chacune et chacun, par exemple auprès de la Banque centrale européenne, un compte qui serait alimenté en direct par la BCE, par un euro électronique, dont au passage, je peux vous dire qu'il n'aurait pas fondamentalement forcément la même valeur que l'euro-monnaie. Ça permettrait d'évaluations compétitives. C'est ce qu'on appellera, enfin c'est ce qu'on appelle en jargon l'argent hélicoptère. Alors, chacun recevrait donc, un peu comme à l'ancienne, lors de la naissance, un petit carnet d'épargne avec, vous savez, les 100 premiers francs dessus, etc. Bon. Ici, ce serait un peu plus quand même. Et alors, il y a un peu plus d'un an et demi, au précédent forum, alors, à l'avant-dernier forum de Davos, Forum économique mondial de Davos. C'est trouvable sur YouTube. On interviewe le responsable Asie du Fonds monétaire international. Et on lui dit, mais est-ce que ça veut dire qu'avec ce type d'argent géré en direct, certes mis à notre disposition, mais géré en direct par les banques centrales, est-ce que ça veut dire que cet argent n'est jamais transférable vers nos comptes particuliers, autres? Ah oui, effectivement. Cet argent n'est gérable qu'à partir de ce compte à la Banque centrale européenne. Ça veut dire qu'on ne peut pas non plus le retirer sous format papier, monnaie sonnante et trébuchante. Non. Il doit être traçable. Traçable. Est-ce que ça veut dire qu'on ne pourra pas faire n'importe quoi avec cet argent? Ah ben bien sûr, dit le gars. Ben, quoi par exemple? Ben, vous ne pourrez pas acheter des armes. Aux États-Unis, ça soulève un tollé, mais bon, chez nous, on ne va pas pleurer. Non. Vous ne pourrez pas acheter de la drogue. On pourrait tenter de dire, bon oui, ben non. Qui définit ce qu'est de la drogue? Est-ce que le cannabis, c'est forcément pour tout le monde de la drogue? Le débat est en cours. Mais si la définition vient d'ailleurs, où est la liberté parlementaire d'encore décider de la répression ou non? Et puis il dit, et vous ne pourrez pas acheter de la pornographie. On a envie de dire, ben non, pas... Quand je suis rentré à l'ULB, la grande question pornographique s'appelait L'Empire des Sens. Un film passablement chiant d'ailleurs, très long pour atteindre cette fameuse scène de la castration qui j'espère était simulée, hein, parce que bon, sinon j'espère que le tournage s'est fait en une seule séquence. Bon. C'était de la pornographie. C'était cette époque où, avant d'aller au cinéma, on avait encore obligation, dans la presse on avait la cote catholique. Hein? Et on avait enfant d'un an et demi 16 ans, enfant d'un an et demi 18, etc. Bon. Je me souviens encore que, voilà, on avait été quelques-uns à frauder en se haussant un peu sur les talonnettes pour aller voir un Emmanuel. C'est tout dire. Et si aujourd'hui, enfin, il y a quelque temps encore, vous exposiez l'origine du monde de Courbet sur votre compte Facebook, vous aviez quelques séries de problèmes. Donc, qui définit ce qu'est la pornographie? Les banques centrales, et la Banque centrale européenne en particulier, ne sont pas des organismes démocratiques. Ce sont des organismes autocéphales qui ne répondent à personne d'autre qu'à leur conseil des gouverneurs. Ils ne répondent pas au Parlement européen. Ils ne répondent pas devant le Conseil européen. Ils ne répondent pas devant la Commission européenne. Ils ne sont pas élus. Ce sont des instances non transparentes qui vont définir par ce biais-là ce qu'est la licence et ce qui est licencieux. Donc, nous sommes responsables, dépositaires responsables de nos droits et devoirs.
Si nous n'y prenons pas garde, et pour l'instant, nous n'y prenons pas garde, dans l'ensemble des points qu'on a abordés, et tant d'autres que j'évoque encore, peut-être quand même encore un rapidos qui me tient à cœur. L'objection de conscience. Vous savez, on a perdu la notion de ça depuis la suppression du service militaire en Belgique. En 1919, Lénine admet l'objection de conscience dans la première constitution soviétique. 10 ans après, en 1929, Staline la supprime, ça ne nous étonnera pas. Fin 1991, décembre 1991, fin de l'Union soviétique, émergence de l'éphémère communauté des États indépendants, en tout cas 3 entités, Fédération de Russie, Biélorussie, Ukraine, doivent se doter d'une nouvelle constitution. Les 3 y incluent le droit à l'objection de conscience. Qui, pensez-vous, a supprimé récemment l'objection de conscience? L'Ukraine. C'est Zelensky qui, par un oukase présidentiel, ça devient une habitude, n'est-ce pas, on ne consulte plus les parlements, ça ne sert à rien, de toute façon ils acceptent de ne servir à rien. Donc. Dans l'oukase présidentiel où il a signé la réquisition de tous les hommes de 16, d'abord à 45, puis maintenant à 54 ans, il a révoqué le droit à l'objection de conscience. Ça n'est pas lié. Eh bien, figurez-vous, vous me le croirez ou pas, en Russie, on peut toujours et encore exciper son droit à l'objection de conscience. Est-ce que c'est facile? Non. Vous devez comparer devant une commission militaire. C'est mal barre. Mais on peut vous l'accorder. Est-ce que vous échapperez au front? Pas du tout. Bon, sauf si vous êtes en plus invalide et débile mental. Mais pour le reste, si vous êtes un être normal, mais simplement contestant la volonté de porter les armes, vous serez affecté au front, mais à l'intendance, à l'infirmerie, etc. Est-ce que c'est moins risqué? Non. Les bombes pleuvent aussi sur les intendances et les infirmeries. Mais vous ne tuerez pas. Est-ce que c'est fleur bleue? D'abord, allez dire à tous ceux qui se sont illustrés dans l'entre-deux-guerres par le mouvement des fusils cassés, fusils brisés, comme Marcel Dieu, MD, ou quelques autres, Léo Campion. Ça nous ramène voilà, que à Giuseppe voilà, que c'était juste des cons. Non, ça ne le sont pas. Mais en plus, figurez-vous que récemment, le Conseil d'État en France a statué. Nous commettons en France comme en Belgique l'horrible horreur d'admettre que si vous vous présentez avec des papiers ukrainiens, je peux aussi vous indiquer comment en obtenir, mais si vous vous présentez avec des papiers ukrainiens au CPAS, vous avez droit au séjour illimité pour la durée du conflit, à l'aide sociale et à l'aide au logement. Si vous vous présentez aujourd'hui en Belgique ou en France avec des papiers russes, parce que vous voulez échapper au régime et à sa guerre, par exemple, vous n'avez droit à rien. J'ai même vécu mieux récemment à Riga, ou à une inscription académique de jeunes qui cherchent à avoir des permis de séjour et réussissent des études. Réussissent, parce que s'ils ne réussissent pas du premier coup chaque année, on ne leur renouvelle pas leur permis de séjour. Donc, faites-moi confiance, ils sont bardés de diplômes. Eh bien, j'ai entendu dire, sous mes yeux et mes oreilles, à un jeune, dit, il manque un papier là, tu n'irais pas à Saint-Pétersbourg le rechercher? Mais oui, bon, bien sûr, je vais être bien accueilli. Bon, donc, le Conseil d'État a dit en France, vous ne pouvez pas condamner ces jeunes à retourner chez eux en Russie, parce que c'est délibérément les mettre en situation d'être coupables ou complices de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité. Parce qu'on sait, depuis Boutcha, ce que le commandement russe impose à ses troupes de faire. Et donc, lorsque certains demandent à être objecteurs de conscience en Russie, c'est pour éviter d'être un jour, s'ils en réchappent, traduisibles devant des tribunaux pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Eh bien, lorsque Zelensky refuse ça, pire, fait traduire en justice le président du mouvement pacifiste ukrainien, qui pourtant, le premier jour de la guerre, a évidemment mis un communiqué sur son site web dénonçant l'agression contre le territoire, mais qui avait lutté. C'est un peu comme si, effectivement, le 1er août 14,
La Belgique avait enfermé Henri Lafontaine parce qu'il avait effectivement porté le Bureau international de la paix. Eh bien, au point qu'on doit maintenant envoyer, mais ça ne cesse d'être retardé d'ailleurs, l'homme est en prison, on va devoir envoyer des observateurs internationaux pour pouvoir aller vérifier les conditions équitables du procès qui lui sera réservé. Je ne le tiens pas comme ça, d'abord j'ai suffisamment de contacts dans la zone que pour vous en parler, mais c'est mon ami Sam Bismans, ancien du bureau de presse du Parlement européen, vice-président du Bureau européen de l'objection de conscience, qui nous tient rigoureusement informés, y compris avec les contacts en Russie, de ce que ça donne. Eh bien voilà, je tenais à vous dire, nous sommes solidairement responsables, dépositaires responsables de nos droits. Si nous ne sommes pas mobilisés pour ces droits, si nous sommes des vaches, c'est pas gentil pour les vaches, qui regardons passer les trains, on n'aura qu'à s'en prendre à nous-mêmes de les avoir progressivement étiolés, perdus, déresponsabilisés, laissés s'éteindre. Il n'y a pas de doute à cet égard. Eh bien, merci beaucoup, Elie Kakelbergs, pour cet exposé qui n'est pas très réjouissant, mais bon. Non. Alors, on va prendre quelques questions avant de se retrouver autour d'un verre et de vous retrouver en privé, parce que peut-être certains préféreront s'adresser directement. Pas de problème. Kevin Ouflebach. Président. J'ai une question. En fait, comme on organise l'activité aussi en partenariat avec l'Union des anciens étudiants de l'ULB, on sait que dans cette création du commun, il y a évidemment ce dialogue international qui doit avoir lieu entre les scientifiques, les académiques, et qui aujourd'hui est fortement remis en question, à la fois, je dirais même par rapport aux universités russes, aux universités évidemment israéliennes, palestiniennes ou autres. Donc quel est le rôle en fait justement de ces universités dans cette création du commun ? Merci Kevin. Ça me permet effectivement de souligner que le titre n'avait évidemment pas été choisi au hasard. C'est à la fois créer du socle commun, mais aussi essayer de dégager à nouveau, d'urgence, ce qu'en en anglo-saxonie on appelle les commons. Et c'est urgent. Par exemple, nous allons devoir définir ce qui sont des biens de l'humanité qui sont inaliénables. Et je pense notamment au fait que l'on devrait, depuis au moins une décennie déjà, voire plus, on devrait avoir traduit pour crime contre l'humanité le patron de Nestlé devant les cours des tribunaux, pour avoir un jour justifié l'idée de déposer le droit à la propriété des nappes aquifères. À l'heure des stress hydriques dans la planète, c'est un véritable crime contre l'humanité. Donc, le rôle de l'ensemble des chercheurs, des universités, des esprits, des citoyens, à dégager ces communs, à les définir, à les circonscrire, en tout cas à les proposer, à les établir, est fondamental. Tu le sais en plus, lorsque je présidais l'UAE, je me suis assez battu contre cette lâcheté ambiante qui est très ULBiste. Du soutien au particularisme et au boycott. Je m'explique sur deux choses. L'un de nos drames qui va miner ce socle commun, c'est l'ardente volonté d'avoir les droits du nombril, c'est-à-dire les droits dérogatoires pour de plus en plus de sous-catégories. Voilà pourquoi, en tant que gay, je ne peux pas me reconnaître dans cette espèce de litanie du LGBTQIA+, brol, machin, alpha, oméga, delta, Z, boum, zut, aleph. Je ne sais plus où je m'arrête. Cette sous-nombrilisation m'énerve. Je vais l'exprimer par une cible claire. Je ne suis pas un adepte du mariage, pour moi. J'ai toujours dit que pour pouvoir refuser l'exercice d'un droit, encore faut-il être dépositaire de ce droit. Donc évidemment, j'ai milité pour qu'il y ait un accès au mariage. Et pas au mariage gay, au mariage. C'est-à-dire un accès au droit commun, quel que soit le genre des deux
conjoint. Donc, déjà, il va falloir arrêter de sous-fragmenter les droits dérogatoires, parce que ça, c'est typique de l'anglo-saxonie, du multiculti. Et lorsque j'ai eu à animer les débats, pas toujours simples, de ce qu'on avait appelé le dialogue interculturel de l'État, qui avait été initié par Maria Reynal à la suite de la commission Stasi en France, qui s'était, vous le souvenez, égarée à la fin sur la taille des bandanas, des barbes et autres logements. Voilà, bon. On en était arrivé à devoir discuter de ce multiculti. Et on avait invité l'ancien maire de Manchester, et qui nous avait dit, attention, je vais vous donner un exemple, par où chez nous le problème a commencé. C'est avec les motards de la police, sikh. Parce qu'évidemment, comme on le sait, tout mâle sikh, à partir de 14 ans, je pense, doit porter le kirpan, le poignard, qui en fait à la vérité est souvent un faux poignard, hein, mais bon, le poignard sous le turban, et il doit porter le turban. Et donc, vous avez déjà essayé de mettre un casque sur un turban? Il faut le faire, c'est pas simple. C'est tout simplement pas possible. Donc, les motards sikhs, pour qu'il n'y ait pas de discrimination à l'embauche, qu'on ne leur dise pas, vous ne pouvez pas être motard parce que vous ne voulez pas enlever votre turban, avaient négocié une dérogation à pouvoir ne pas porter de casque. D'où, évidemment, d'autres ont dit, et là, mais moi je suis claustrophobe, pourquoi je devrais porter un casque si lui peut ne pas en porter? Et il a fallu négocier comme ça des clauses particulières avec les compagnies d'assurance, parce qu'évidemment le problème était là. Donc, on a dit, à partir de là, on ne s'arrête plus jamais. Parce que chacun a une demi ou un quart de bonnes raisons à revendiquer le droit analogue à la dérogation de l'autre et demander une dérogation à la dérogation, etc., etc. Donc moi, les droits dérogatoires, c'est en tout cas avec beaucoup de pincettes. Je dirais comme Montesquieu, on ne s'approche du droit qu'en tremblant, hein, donc on y prend position, on y prend garde. Donc ça, c'est une première alerte. L'ULB est très friande de ça. On a la friandise comme ça de nos joyeux étudiants qui se croient toujours obligés de s'emparer. Quand ils n'ont pas de cause, ils en divisent 10 pour en avoir 100 autres. Donc il n'y a pas de doute. Et puis surtout, ils en badigeonnent les murs qui viennent d'être fraîchement repeints. En général, c'est assez classe. Alors, pour le boycott, c'est assez intéressant parce que les mêmes qui exigent depuis 15 ans le boycott des universités israéliennes, je ne les ai pas entendu demander le boycott des universités russes. C'est intéressant. Je ne les ai pas non plus entendus demander le boycott des universités syriennes à l'époque. Très intéressant. On va me dire, mais il n'y avait pas de lien. Ben si. Et lorsque un précédent recteur et ô combien éminent secrétaire perpétuel de l'Académie menait des chantiers de fouilles, c'était bien à Apamé, en Syrie. Et je n'ai pas entendu que l'on réclamait la fermeture de toute collaboration scientifique à cet égard. Je n'ai jamais entendu non plus que l'on ait dans nos rues, virulentes, mort à Israël, demander que l'on demande des comptes à l'Égypte, le Caire, qui a systématiquement, pendant 19 ans, noyé les tunnels, vous m'entendez bien, noyé les tunnels, entre Gaza et le Sinaï. Parce qu'ils ne voulaient pas, évidemment, que le Hamas vienne infester le Sinaï où ils avaient déjà, par ailleurs, Daesh. Bon. On n'a pas demandé non plus, que je sache, des comptes, d'ailleurs à la Syrie, de Assad, dans les mêmes rues, je veux dire, sur le camp de Yarmouk. Le camp de Yarmouk est un camp de réfugiés palestiniens, alors c'est comme tous les camps, c'est comme ceux du Liban, ça existe depuis 1948.
et où on a massacré plus de 12 000 Palestiniens. Quand on, c'est pas le plateau du Golan, hein, donc c'est pas les Israéliens, c'est le régime et les opposants au régime qui en avaient en marre, les ont éradiqués. On n'a pas d'ailleurs demandé non plus à Hussein de Jordanie en son temps des comptes sur le fait qu'il avait, après la tentative par les Palestiniens de le détrôner, gentiment organisé le pogrom gigantesque qui a amené à Septembre Noir en 1970 et à l'évacuation de Arafat et de tout l'OLP vers en tout cas le Liban et une partie de la Tunisie. Donc, on voit bien que ce qui ressurgit, et maintenant c'est pas tant, c'est une détestation du juif qui se camoufle derrière une détestation d'Israël. Comme si d'ailleurs, ontologiquement, tout essentialisme était possible. Si on pouvait dire toute Israélienne et tout Israélien est coupable de, c'est ignorer les dizaines de milliers d'Israéliennes et d'Israéliens qui contestent ce gouvernement de merde, mais n'arrivent pas tout simplement à le faire tomber parce qu'il y a 3 petits partis religieux qui le soutiennent. Ça, on n'explique pas, on laisse vociférer, mais tu sais comme moi, que lorsque j'ai dit en son temps, juste avant qu'il ne soit un peu obligé de démissionner pour une série de plagiats imbéciles, quand je demandais au président du CA de l'époque, Alain Delchambre, ancien doyen de Polytech, s'il était prêt, au nom de tout ça qu'il semblait adouber, à me donner la liste le lendemain de toutes les collaborations que Polytech ULB avait avec Technion, Haïfa et toutes les autres universités israéliennes, et s'il était prêt à, devant moi, signer toutes les dénonciations de contrats qu'il avait, il m'a dit « Mais tu es fou !» Ah, faut être cohérent, les gars. Hein. Si on boycotte. Hein. Alors on le fait vraiment. Moi, je ne crois pas au boycott de l'esprit. Je pense qu'il faut toujours pouvoir discuter. Je pense que même au pire moment de l'Union soviétique, il y avait des échanges d'une valeur inestimable sur le plan scientifique d'abord, mais sur le plan humain aussi. Et c'est comme ça aussi que des choses de la compréhension de l'un et de l'autre peuvent ressurgir. Nous n'avons pas vocation à avoir raison tout seul. Donc, moi, les boycotts, ça m'énerve. Alors, je sais, on me ressort toujours la bonne vieille complainte sur l'Afrique du Sud. Si vous pensez sincèrement que Mandela a été libéré parce qu'on a boycotté les Oranges du Cap, retournez dormir. Je ne sais pas si j'ai répondu. Encore une question. Merci beaucoup, monsieur Kakelberg. Je suis content d'être venu. C'est déjà ça. Ouais, bah, disons que je vous écoute de temps en temps à la RTBF. Ah, c'est vous? Oh. J'étais là hier, j'écoutais un peu l'intelligence artificielle. Visiblement, ça donne froid dans le dos, ce qui est en train de se passer. Fondamentalement, j'ai pas beaucoup de questions. Peut-être quelque chose, vous avez parlé du génératif, maintenant on parle de régénératif. Je ne sais pas ce que ça veut dire réellement, mais alors j'aurais voulu vous poser la question sur l'agriculture, sur les paysans, sur l'alimentation. Est-il normal, au nom des denrées alimentaires, que nous n'ayons pas nécessairement la qualité alimentaire requise pour avoir une bonne santé? Vous avez parlé de l'alcool, la cigarette. On n'est pas prêt de s'en débarrasser, puisque visiblement nos jeunes sont encore, nos jeunes et les vieux, on peut glisser. On est toujours en ligne de crête de ce côté-là. Donc le monde meilleur, je ne sais pas nécessairement ce que c'est. Je crois que la chaleur humaine, c'est important, le dialogue, et espérer en l'autre, en sachant qu'on ne le connaît pas, mais que c'est grâce à l'autre qu'on va se connaître peut-être un peu. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça vous dit dans votre tête, si je peux me permettre? Merci. D'abord, je vous copie sur cet appel que vous faites. Se connaître à travers l'autre, c'est fondamental. Je fais référence dans le livre
plusieurs fois d'ailleurs, mais un livre qui m'a marqué, qui s'appelle La conversion du regard, un philosophe français, et franc-maçon par ailleurs. Et il s'appelle Michel Barra. Et en fait, cette conversion du regard, il la situe c'est plus long que ça, hein, mais il la résume en disant, moi, plutôt que de dire « je pense donc je suis », je voudrais nous inviter à dire « je pense donc tu es ». Et donc c'est évidemment l'altérité dans le regard de l'autre que j'espère me découvrir en partie et fabriquer notre devenir commun. Et inversement. Donc l'interrelation. Zone et lueur d'espoir, mais je conviens que oui, la malbouffe est un vrai problème. Oui, réserver une nourriture plus saine ou des ingrédients de vie plus sains exclusivement au pouvoir de l'argent, c'est moche. Et l'on sait donc l'influence sur la santé, comme vous l'avez très bien décrit. Une mauvaise nourriture, de mauvaise qualité, mal produite, avec, comme les enquêtes le montrent, des dépôts d'agents phytosanitaires nocifs, avec des résidus de plastique, j'en passe et des moins bonnes. Hein, les analyses la presse en fait régulièrement état, hein, moi j'en lis 3-4 par semaine hein, de ces enquêtes. C'est désastreux. C'est d'ailleurs économiquement, si l'on veut bien y réfléchir, absurde, parce que c'est renvoyé vers des problèmes de santé qui vont grever, on le sait, les effets de la collectivité, de la Sécu, etc. Alors pourquoi ? Oh, pour l'intérêt des grands groupes. Oh, ça, on est bien d'accord. Vous savez, s'il y a une chose dans laquelle on s'est bien trompé, c'est la construction de l'Europe. On a commencé plutôt pas mal, mais on l'a fait avec exclusivement l'arrière-fond commercial. D'ailleurs, au départ, on disait bien le marché commun et la communauté économique. Et je ne diabolise pas l'économie, mais on en a fait progressivement, en plus avec l'empreinte britannique à l'époque, on en a fait exclusivement le grand marché, mais le grand marché à l'œuvre pour les grands groupes. Et lorsque l'on a, et j'ai couvert ces travaux, sous présidence belge en 1993, avec un commissaire européen vendu, Sir Léon Brittan, accouché de la fin du GATT, l'accord général sur le tarif et les tarifs douaniers, l'Uruguay Round. Quand on a terminé l'Uruguay Round pour engendrer l'Organisation mondiale du commerce, on a consacré cette toute-puissance. Pourquoi ? Parce que, par exemple, vous le savez, c'est une des contestations qui ressort et à laquelle on ne veut pas non plus accorder d'attention. L'OMC permet l'établissement des tribunaux privés, les fameux tribunaux d'entreprise, où en fait vous n'êtes plus en mesure d'aller défendre vos droits du justiciable, puisque ce sont les parties elles-mêmes qui définissent les juges. Les juges qui sont en fait des parties prenantes au système. Hein. Ce n'est pas des juges assermentés, c'est des parties prenantes au système, qui proposent dès lors des arbitrages qui sont toujours favorables à la partie, je vais dire, aux grands intérêts. Donc, les grands groupes alimentaires sont occupés effectivement à étrangler la planète. Le fait qu'ils aient, c'est le cas en Afrique, c'est le cas en Amérique latine, très longtemps réussi à interdire des semences autoreproductives, semences vives, pour forcer à acheter chaque année les nouvelles semences inertes. On voit du côté de Sandoz et de quelques autres du genre, qui se graissent bien les pattes à cet égard-là, et qui ont des mains couvertes de sang à cet égard. Couvertes de sang, littéralement. Hein. Bon. Donc, nous sommes là dans le David et Goliath éternel.
Alors, à côté de ça, il existe un programme alimentaire mondial dont la philosophie est géniale. Progressivement faire diminuer la faim dans le monde est un objectif noble. Notez quand même au passage, et je l'égratigne évidemment, que l'ONU a de très belles agences, mais qui se spécialisent dans l'incantatoire. Donc on a les objectifs du millénaire, rappelez-vous. Kofi Annan, les objectifs du millénaire. Et il y avait une liste. Et je me souviens avoir fait son interview en lui disant « Monsieur le secrétaire général, vous ne vous prenez pas au sérieux en disant ça. C'est impossible à atteindre dans le délai que vous vous êtes vous-même imparti. Ça paraissait d'ailleurs irréaliste. » Il jurait ses grands dieux que pas du tout. On n'a même pas accompli le tiers des objectifs. Mais on a avancé un peu sur tout, ce qui est déjà pas mal. Le problème, c'est que l'on n'a pas inscrit quelque part dans les droits fondamentaux, de manière explicite, le droit à une nourriture et à une eau de qualité supérieure, comme un bien essentiel commun. Mais la zone d'espoir, c'est que face à la crise alimentaire, crise financière, crise sociale, on a quand même vu émerger chez nous à nouveau les circuits courts, qui sont encore trop chers, mais les circuits courts. On a vu revenir les Repair Cafés. On voit à nouveau ressurgir noblement des solderies qu'on ne considère plus comme nécessairement le refuge des nécessiteux. Je veux dire, on y va aussi par moi, quand j'ai besoin de quelque chose. Voilà, ma tondeuse est tombée en panne, j'ai été sur deuxième main pour voir si je pouvais aller rechercher une tondeuse. Pourquoi irais-je, nom de Dieu, racheter et jeter? Enfin, cette péremption inscrite est un de nos pires drames, polluants, mais qui ne font que faire tourner l'industrie du surplus. Voilà. Et c'est à ça que nous devons contribuer à nous attaquer. Là, j'ai quand même fortement confiance. Je vois que la jeunesse est très consciente de ça, est très mobilisée autour de ça. Et de manière générale, d'ailleurs, comme elle est de plus en plus consciente qu'on leur laisse un monde de merde et que c'est quand même un peu nous qui lâchement le leur laissons, je leur fais grosso modo confiance. Mais j'ai pu mesurer à quel point, au passage, alors, ils jettent les droits fondamentaux à la poubelle. Ils jettent ce bain et le bébé avec, quoi. En disant, de toute façon, ça c'était une foire, ça ne sert à rien, je jette aussi. Ça, c'est le pire. C'est qu'ils auront peut-être recréé plus de solidarité responsable, pragmatique, mais qu'il va falloir recommencer le travail d'établissement d'un codex, d'un corps conjoint de droit. On a perdu le discernement. Ah oui, oui. Alors on a perdu le discernement certainement, et en matière agricole, 3 fois certainement. Pendant ce temps-là, ça continue. Oui, pendant ce temps-là, ça continue. Eh bien, merci à tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon moment, que nous repartons, non peut-être pas très, très optimistes, mais enfin, il y a Allez, quand même... à solderie, ce sera optimiste. Voilà. Et eh bien, je vous signale en passant que la prochaine rencontre d'apéro littéraire, ce sera l'Envol de Tosca le 5 mars, et qu'avant ça, dans le cadre de Femmes de Mars, une soirée sur les contes de fées autour du livre de Charlotte de Cocker, Tout sauf charmant. Voilà. Merci. C'est trop. Merci, François.